Je passe tout de suite la parole à M. Bruno Genevoix. Merci, Monsieur le Président. Alors, mon propos est intitulé « Le GISTI requérant d'habitude », avec un point d'interrogation, la vision du Conseil d'État. Alors, je tiens, à titre liminaire, à souligner que je n'exprimerai pas la vision du Conseil d'État. Je ne suis pas mandaté pour ce faire. Tout au plus s'agira-t-il de l'opinion d'un membre du Conseil d'État. Alors, compte tenu de ce que vous avez appelé la densité du colloque, je ferai l'économie de mon introduction pour entrer directement dans le vif du sujet. Et l'action du GISTI me paraît appeler 3 séries de remarques qui seront autant de parties distinctes de mon exposé. En premier lieu, cette action a su éviter les travers que l'on rencontre chez certains requérants d'habitude. Elle illustre au contraire, et c'est le deuxième point de mon propos, l'efficacité de l'action collective devant la juridiction administrative. Elle se heurte cependant encore à certaines limites, soulignées d'ailleurs par Daniel Lodchak à l'instant, ce que nous verrons en troisième et dernier lieu. Voyons tout d'abord en quoi le GISTI a su se garder des défauts observés chez certains requérants d'habitude. Alors le juge n'ignore pas que pour qu'il y ait une jurisprudence, il faut qu'il y ait un procès, et qu'un procès suppose l'intervention d'un justiciable. Dans le contentieux de l'excès de pouvoir, le procès est fait à un acte administratif, et l'intérêt pour agir du requérant est entendu largement, surtout lorsqu'est en cause la légalité d'un acte réglementaire. Alors, dans ce contexte, il existe un risque que des requérants, pour des motifs plus personnels que juridiquement fondés, contestent de façon systématique la légalité d'actes administratifs. Alors, ces requérants sont parfois qualifiés de requérants d'habitude. L'expérience des 30 dernières années a montré que le GISTI n'encourait pas de telles critiques. Et cela dû, à mes yeux, à la conjonction de 2 facteurs: la nature des motivations qui l'animent, le caractère très sélectif des actions contentieuses qui l'engagent. Alors, qu'en est-il d'abord des motivations du GISTI? Si on se réfère à la typologie établie par un jeune maître de conférence en droit, Fabrice Lemaire, dans une étude publiée en 2004 à la Revue française de droit administratif, l'action du GISTI ne répond pas à des motifs subjectifs et personnels, mais au contraire, elle se rattache à une action objective. Alors, sous la rubrique « action personnelle », Fabrice Lemaire fait figurer les actions émanant de la victime ou de celui qui s'estime tel d'une injustice, l'action du persécuté, l'action du rancunier. Alors, rien de tout cela ne se retrouve dans le cas du GISTI. Son action répond en réalité à ce que Fabrice Lemaire qualifie d'action objective dont il distingue 2 variétés, celle du politique et celle du chevalier blanc qui n'aurait d'autre motivation que la défense de la légalité. Alors, au regard de cette classification, l'action du GISTI se situe à mes yeux à mi-chemin. Il mène devant le juge un combat que l'on peut qualifier de politique, mais ce dernier combat est poursuivi à l'aide de moyens juridiques appropriés et, je dirais plus, sélectionnés. Le recours à des moyens juridiques appropriés se traduit donc par un caractère très sélectif des actions contentieuses menées par le GISTI. Si, sur l'ensemble de la période de 30 années,
il a présenté un nombre élevé de pourvois. Ce nombre n'est pas inconsidéré. Le nombre de pourvois est relativement élevé selon une statistique établie à partir de la base de données Ariane gérée par le service informatique du Conseil d'État sur la période de 30 ans antérieure au 21 octobre 2008, date à laquelle les statistiques ont été arrêtées. Le GISTI a formé 99 requêtes. Alors j'aurais préféré que ce fût 100 parce que c'est plus facile pour les pourcentages, mais c'est ainsi. Alors cela équivaut à 3,30 requêtes en moyenne par an. Évidemment, le virgule 30 a quelque chose d'anecdotique. Alors ce nombre de 99 est conséquent, mais il n'est pas excessif si l'on songe que les pourvois du GISTI n'ont pas donné lieu à des décisions qui accompagnent parfois le traitement de requêtes trop hâtivement présentées par leur auteur. Alors, dans le cas du GISTI, on relève qu'aucune requête n'a été rejetée comme portée devant une juridiction incompétente ou incompétence de la juridiction administrative, que ce n'est que dans un cas seulement qu'il y a eu erreur d'aiguillage de sa part quant aux compétences respectives du Conseil d'État et du tribunal administratif de Paris, qu'il n'y a eu aucun rejet pour irrecevabilité manifeste, et en matière de référé, à ma connaissance, aucune affaire introduite par le GISTI n'a été réglée sans instruction au moyen d'une ordonnance de tri. Enfin, aucune amende ne lui a été infligée pour recours abusif. Alors, ce ne sont là, vous me direz, que des vertus en quelque sorte négatives. Alors, l'essentiel est ailleurs, car si l'on pousse plus avant l'analyse, force est de relever, et c'est ce que je vais essayer de montrer dans la deuxième partie de mon propos, que l'action du GISTI illustre l'efficacité de l'action collective devant la juridiction administrative. Et à cet égard, je voudrais mettre l'accent sur deux points. D'une part, sur l'usage judicieux fait par le GISTI du droit administratif et de la procédure contentieuse administrative, et d'autre part, mettre l'accent sur les résultats qu'il a obtenus, qui sont, à mon avis, très conséquents. Alors, au verre à moitié vide décrit par Daniel Lottschak s'ajoutera le verre à moitié plein que je décrirai. Alors, il y a eu de la part du GISTI, me semble-t-il, un usage judicieux aussi bien des règles de procédure que du fond du droit. Pour ce qui est des règles de procédure, le GISTI a su tirer parti de l'intérêt pour agir dans le contentieux de l'excès de pouvoir, qui est largement entendu en ce qui concerne la nature de l'intérêt invoqué par le requérant, intérêt qui a été élargi s'agissant des recours contre les circulaires depuis une décision de section du 18 décembre 2002, c'est la jurisprudence Madame Duvinière. Le GISTI a fait aussi usage à bon escient d'une autre jurisprudence inaugurée par un arrêt d'assemblée de 1989, la jurisprudence Alitalia, pour, par ce biais, solliciter l'abrogation, du moins l'annulation du refus d'abroger des règlements illégaux, soit à l'origine, soit par suite d'un changement dans les circonstances de droit et de fait. Le GISTI a mis à profit également le faible coût des procédures dans le contentieux de la légalité. Il a su pareillement utiliser les divers cas d'ouverture du recours pour excès de pouvoir avec une prédominance du vice d'incompétence et du moyen tiré de la violation de la loi. Enfin, il a su mesurer l'intérêt des procédures d'urgence instituées par la loi du 30 juin 2000, soit comme requérant, soit comme intervenant. S'agissant du fond du droit, le GISTI a su développer une double action, l'une consistant à se référer utilement à des jurisprudences bien établies. On songe en particulier au recours aux principes généraux du droit, comme par exemple le principe d'égalité, ou à partir de 1989,
à la mise en œuvre du contrôle de conventionnalité, c'est-à-dire l'invocabilité des conventions internationales découvertes par ses militants. Le GISTI s'est aussi soucié de faire évoluer la jurisprudence, soit en faisant consacrer un nouveau principe général du droit, comme le droit à une vie familiale normale, hein, c'est l'arrêt évidemment du 8 décembre 1978, soit en mettant en cause avec succès les règles traditionnelles d'interprétation des conventions internationales, c'est l'arrêt du 29 juin 1990. Alors, dans chacun de ces cas, le GISTI a servi de catalyseur, de signe avant-coureur d'évolution, résultant, dans le premier cas, d'un avis d'Assemblée générale du Conseil d'État du 27 octobre 1977 sur le projet de décret qui était attaqué, et dans le second, d'une réflexion sur les pouvoirs du juge en matière d'interprétation des conventions internationales qui avait été initiée par les conclusions du commissaire du gouvernement Labetoul sur un arrêt de section de 1978, un arrêt debout. Au demeurant, les résultats atteints par le GISTI sont tout à fait conséquents. Ils se déduisent de l'étude statistique effectuée à ma demande par le service informatique du Conseil d'État. Alors, trois indications qui rejoignent d'ailleurs dans une large mesure ce qu'a dit Daniel Lotschak sont révélatrices. Tout d'abord, la formation de jugement appelé à statuer. Alors que la plupart des requêtes portées devant le Conseil d'État sont réglées par voie d'ordonnance du président de la sous-section ou par une sous-section seule en formation de jugement, le GISTI a, si l'on met à part le cas des référés au nombre de 7, vu l'immense majorité de ces requêtes jugées par 2 sous-sections réunies, 81 requêtes, par la section du contentieux en formation de jugement, 3 requêtes, et par l'Assemblée du contentieux, 3 requêtes également. Et ça, c'est un premier indice du sérieux des requêtes. Elles ont été portées devant des formations de jugement supérieures. Deuxième indice, le taux de satisfaction obtenu. Alors évidemment, il y a les vraies victoires, les fausses victoires, etc. etc. Bon, disons, à s'en tenir aux chiffres. Le GISTI a obtenu 45 annulations totales et 5 annulations partielles, soit un taux de satisfaction moyen de l'ordre de 50%. 45 plus 5, ça fait 50. Oui, non, c'est bien, un peu plus, sur 99. Taux dont bien des avocats, y compris des avocats au Conseil, aimeraient pouvoir se targuer. Troisième indice de caractère conséquent des actions engagées, l'impact jurisprudentiel des arrêts GISTI. Alors, dans les 2 tiers des cas, c'est-à-dire pour 64 requêtes, l'arrêt rendu par le Conseil d'État sur le recours du GISTI a été soit publié in extenso au recueil, soit mentionné aux tables du recueil. Et c'est d'autant plus significatif que les publications au recueil sont effectuées sur des bases très, très sélectives. Alors s'ajoute à cela l'existence de 2 arrêts GISTI dans les grands arrêts de la jurisprudence administrative, dont je lisais dans une revue récente que c'était le Go Emilio de la juridiction administrative. Je cite ce que j'ai dit. Alors tout cela me paraît plaider en faveur du GISTI, mais aussi également, et vous me voyez peut-être venir, en faveur de la juridiction administrative elle-même et du recours pour excès de pouvoir qui tient lieu d'affirmative action à la française. Bon. Alors, je concède cependant que l'action du GISTI se heurte encore à des limites dont je voudrais dire brièvement un mot dans une 3e et dernière partie de mon exposé. Alors, les limites à l'action de la juridiction administrative sont autant de limites venant freiner celle du GISTI. Et je crois qu'on peut distinguer des limites propres au juge administratif et des limites qui lui sont extérieures.
Limites propres aux juges. Elles sont de deux types. Certaines sont d'ordre matériel, d'autres sont d'ordre juridique. Sur un plan matériel, le gisti, comme d'autres justiciables, a pu se heurter à certains dysfonctionnements. Alors, je n'ai pas pu procéder à une étude d'ensemble de la durée moyenne des instances engagées par le gisti. Disons que dans nombre de cas, la durée de l'instance a été normale eu égard à la difficulté du litige. L'arrêt d'Assemblée du 8 décembre 1978, dont nous fêtons le trentenaire, est un exemple positif, puisqu'il a annulé pour excès de pouvoir un décret du 10 novembre 1977. C'est lors d'une année pour statuer. Alors, en sens inverse, le cas extrême, on observe des durées anormales d'examen. Le cas le plus regrettable est celui où le gisti avait contesté devant le tribunal administratif de Paris une décision du ministre de l'Intérieur du 22 septembre 1998 lui ayant refusé l'accès aux zones d'attente. Alors, le Conseil d'État annulera pour excès de pouvoir ce refus le 28 décembre 2005, après transfert en 2003 du dossier par le tribunal administratif de Paris qui avait été saisi à tort. Alors, je n'ose pas suggérer que c'est le tribunal administratif de Paris qui était peut-être plus fautif que le Conseil d'État, c'est la juridiction administrative dans son ensemble qui, dans ce cas particulier, n'a pas fonctionné normalement. Alors, sur le plan juridique, j'admets qu'on puisse avoir des interrogations sur la pertinence de certaines jurisprudences. Alors, je ne répondrai pas point par point à ce qu'a dit à l'instant Daniel Lotchak, notamment en ce qui concerne le statut des polygames. Je la renverrai à la décision du Conseil constitutionnel du 13 août 1993 sur ce point. J'ouvrirai quand même avec elle le débat sur deux aspects qu'elle évoque dans un article à paraître dans des mélanges consacrés au dialogue des juges, dans ce qu'elle a bien voulu me communiquer. Alors, elle critique un peu la technique dite du retrait de venin, qui consiste pour le juge à reconnaître la légalité du texte qui lui est déféré au bénéfice d'une interprétation de ce texte dans un sens qui n'est pas son sens littéral. Et dès lors qu'on le réinterprète, on dit qu'il est légal. Alors, le Conseil d'État y a eu recours notamment dans le cadre de pourvois dirigés contre des circulaires ministérielles. Alors, en elle-même, cette technique dite du retrait de venin est une bonne chose et est d'ailleurs pratiquée par de nombreuses juridictions en dehors du Conseil d'État. J'ai en réserve de très nombreux exemples en droit national et en droit comparé. Mais encore faut-il, et sur ce point je suis assez d'accord, que les réserves d'interprétation formulées par le juge soient connues des destinataires des circulaires, surtout si elles influent sur le sens à donner à cette circulaire. Alors l'autre jurisprudence, critiquée dans ces mélanges apparaître sur le dialogue des juges, dont on peut débattre effectivement, est celle par laquelle le Conseil d'État a estimé qu'en principe, il n'appartient pas au juge des référés d'apprécier la conventionnalité d'une loi. La jurisprudence ultérieurement a précisé que cette limitation ne joue pas si l'inconventionnalité a été constatée au préalable par une autre juridiction, mais elle demeure quand même dans son principe. C'est un arrêt de sous-section réuni du 30 décembre 2008. Alors, cette dernière jurisprudence ne réalise pas l'unanimité, comme l'attestent les critiques qu'elle a suscitées, de la part de certains de mes collègues, notamment René Abraham et Thierry Xavier Girardot. Alors, à ces limites propres aux juges et qui sont susceptibles d'évoluer, s'ajoutent des limites qui lui sont extérieures. Elles sont, me semble-t-il, de deux ordres. Il y a d'abord l'absence de contrôle de la constitutionnalité des lois. La limite est traditionnelle dans la jurisprudence administrative. Il y a été pallié partiellement avec le contrôle de conventionnalité. La loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 a consacré, comme l'on sait,
la question préjudicielle de constitutionnalité, mais son entrée en vigueur est subordonnée à l'intervention d'une loi organique. Alors, à terme, on peut dire que cette limite à l'action du juge administratif devrait disparaître. Plus délicate est une autre limite externe dont je souhaite dire un mot. Elle concerne le contrôle de la conformité aux droits fondamentaux par les actes communautaires de droit dérivé, directives ou règlements. Alors le débat est loin d'être théorique, il a des implications pratiques réelles. Je songe en particulier au durcissement de la législation sur le regroupement familial. Depuis 1993, la législation a évolué dans un sens défavorable aux intéressés quant au délai que doit respecter un ressortissant étranger avant de pouvoir faire venir les membres de sa famille. Et la directive du Conseil du 22 septembre 2003 a donné une impulsion nouvelle à ce durcissement sans que la Cour de justice saisie par le Parlement européen y trouve à redire. C'est son arrêt du 27 juin 2006. Alors d'autres exemples pourraient être donnés, tel celui de la directive Retour. Alors en conclusion, je me bornerai à quelques remarques complémentaires. Première remarque, l'action du GISTI illustre assez bien le parti qu'un groupement avisé peut tirer devant le juge administratif du recours pour excès de pouvoir. Je trouve ça, pour ma part, très rassurant. Deuxième remarque, l'action du GISTI a été à ce point positive qu'elle suscite des émules dans d'autres domaines que le droit des étrangers. Et je songe au rôle que joue actuellement la section française de l'Observatoire international des prisons, qui vient d'ailleurs d'obtenir, le 31 octobre 2008, l'annulation d'un décret en Conseil d'État relatif notamment à l'emprisonnement des mineurs. Enfin, dernière remarque, comme le Conseil d'État lui-même, le GISTI a su et doit de plus en plus situer son action dans le cadre d'un univers juridique multipolaire. Et sur ce point, je rejoins ce qu'a dit Daniel Lottschak dans le cadre de son exposé. Donc à lui de relever ces nouveaux défis. Je vous remercie de votre attention. Merci.